Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler du neurinome de l'acoustique. Durant ma présentation, je vais d'abord vous expliquer ce qu'est un neurinome ou schwannome, et ensuite parler de l'anatomie et de la physiologie des nerfs touchés. Du point de vue histologique, le schwannome est une tumeur des cellules de Schwann. Ce sont les cellules responsables de la myélinisation des nerfs, ce qui permet d'augmenter la vitesse de conduction de l'afflux nerveux. Comme toutes les tumeurs, il y a une augmentation de la taille des cellules et une augmentation du nombre de celles-ci, et donc les structures adjacentes sont comprimées. Il en résulte un problème d'intégration et de transmission du signal nerveux. De plus, les astrocytes, les cellules qui sont responsables de l'entretien des neurones, peuvent être éloignées de celles-ci suite à l'augmentation de taille de cellules de Schwann, et donc l'entretien des neurones sera plus difficile. La tumeur peut aussi engendrer un remaniement vasculaire, appelé angiogenèse, et cette vascularisation peut se faire au détriment d'autres zones du cerveau. Ici, nous pouvons observer sur l'image de gauche un schwannome du nerf sciatique. Maintenant que le schwannome est expliqué, nous pouvons passer au nerf. Le plus souvent, le schwannome se développe au niveau du nerf 8, c'est-à-dire le vestibulo-cochléaire. Celui-ci émerge du sillon bulbopontique au niveau du tronc cérébral, puis passe au niveau du méa acoustique interne avec le nerf facial et se divise ensuite en deux rameaux, le nerf cochléaire et le nerf vestibulaire. Le premier est le nerf de l'audition. Il traverse l'angle pontocérébelleux, endroit où la tumeur s'est développée, puis le canal auditif interne. Les fibres arrivent au niveau du ganglion spiral et vont finalement innerver les organes de Corti présents dans la cochlée. Ceux-ci sont les organes responsables de l'audition. Si ce nerf est comprimé par la tumeur, ses fonctions seront altérées et le patient développera une surdité progressive du côté de la lésion. Il aura aussi des acouphènes, c'est-à-dire des bourdonnements ou des sifflements. C'est souvent pour ces troubles auditifs que le patient viendra consulter. Nous utiliserons donc des potentiels évoqués auditifs pour faire la différence entre une atteinte du nerf ou de la cochlée. Mais si la tumeur est suspectée, l'IRM reste la méthode la plus efficace. Le nerf vestibulaire, lui, reçoit les fibres de l'équilibration. Il va suivre le trajet du nerf cochléaire, mais va faire relais au niveau du ganglion de Scarpa. Il innerve finalement les cellules des trois canaux semi-circulaires, du sacule et de l'utricule, qui ensemble forment les organes de l'équilibre. La tumeur va altérer les fonctions du nerf vestibulaire. Il est donc possible que le patient développe des vertiges et des troubles de l'équilibre, diagnostiqués grâce aux signes de Rombert. Mais ces problèmes sont souvent compensés par l'autre oreille interne et par la vision. Le neurinome peut passer du stade 1 au stade 2 et comprimer aussi le nerf facial et le nerf intermédiaire 7 bis. Le premier est un nerf mixte qui est responsable de la mimique. Il émerge au niveau du sillon bulboprotubérantiel, il passe au niveau de l'angle pontocérébelleux et pénètre avec le nerf 8 dans le canal auditif interne. Il rentre ensuite dans le canal du nerf facial et fait relais dans le ganglion géniculé. Il donne des branches pour les muscles auriculaires, occipital, styloïoïdien et le digastrique postérieur. Ces muscles vont permettre l'ensemble des expressions du visage. Au niveau de la sensitivité, il innerve le front et la moitié inférieure du visage. Sur cette image, les fibres bleues sont motrices et les mauves sont sensitives. Comme dans ce cas-ci, c'est une atteinte périphérique du nerf et non une atteinte centrale, il y aura une paralysie complète des muscles du côté opposé de la lésion. Le patient ne pourra plus plisser le front, la paupière ne pourra plus se fermer et il y aura donc un signe de Bell positif. Pour terminer, le nerf 7 bis, lui, a son émergence et son trajet en commun avec le nerf facial. Il contrôle les glandes lacrymales, nasales et salivaires. Il contient les afférences gustatives des 2/3 antérieures de la langue. Celles-ci ont le même trajet que les fibres sécrétoires de la glande salivaire. De plus, le nerf 7 bis est responsable du réflexe nasolacrymal. Une compression de ce nerf peut donc altérer ce réflexe et la gustation. Il y aura aussi une abolition du réflexe cornéen, c'est-à-dire une abolition de la fermeture réflexe de la paupière lorsqu'on touche l'œil. Sur l'image, les fibres du nerf 7 bis sont en orange. Voilà, j'en ai terminé pour cette maladie. Voici un schéma physiopathologique qui résume la situation. Le traitement est donc l'enlèvement de cette tumeur par la chirurgie, sinon celle-ci peut continuer de grossir et pourra toucher puis comprimer le tronc cérébral et le cervelet, ce qui peut finalement aboutir à la mort du patient. Merci et au revoir.